Voilà, bonsoir tout le monde. On est donc parti pour cette dernière soirée de webinaire sur Capsule avec donc une thématique qui est là, en tout cas en ce qui nous concerne, donc le volet numérique, la formation numérique. Les jours précédents, on a surtout parlé de la création de contenu pour ce qui est mardi et mercredi. Et donc là, aujourd'hui, on va ouvrir les autres champs avec les deux intervenants du jour. Alors, ils vont se présenter mieux que moi. Mais s'il fallait résumer, et c'est ce qu'il faut que je dise, c'est les enseignants ordinaires. Ils vont insister là-dessus parce que même s'ils font des choses qui sont un peu extraordinaires, il faut le reconnaître, en tout cas pas banales, ils sont loin d'être des enseignants. Voilà. Mais ça, ils vous l'expliqueront. Alors, il y a donc d'un côté Monsieur Martin, c'est Martin Goubeau, et puis de l'autre côté Vincent Bacqueljo. Et puis, il y a également à l'écran, pour l'instant, vous le voyez, Jean Huberland et Mike Michaud. Simplement, ce sont deux conseillers technopédagogiques qui vont nous accompagner. Et c'est eux, si vous posez plein de questions dans le chat, c'est eux qui vont vous répondre en fait. Et c'est eux qui vont relayer aussi vos questions à certains moments à Martin et Vincent. Et donc voilà, aujourd'hui, on va dans le programme surtout commencer par le volet information et données, la recherche d'informations. On ira sur le volet communication, collaboration, ça c'est plutôt les P5, et on terminera par le volet sécurité qui lui est plutôt P6. Voilà, j'ai fini la mise en bouche. À vous messieurs, bien le bonsoir à vous deux. Merci, bonsoir. Parfait, merci. Alors moi je prends juste le temps donc de partager mon écran. Voilà, en principe c'est bon. C'est parfait. Voilà, alors on va commencer par une petite présentation sans être trop long. Mais donc en fait Martin et moi on se connaît, mais on se connaît en fait plus numériquement que dans la réalité. En fait, on a été rapprochés par la fédération de l'Olivier, qui est une fédération qui regroupe plusieurs pouvoirs organisateurs. Et puis, on a émis l'envie de créer une collaboration numérique au sein de la fédération. Donc, on a été rapprochés par une personne qui coordonne un petit peu tout ça. Martin, je propose de te présenter. Oui, donc bonsoir. Moi, je suis enseignant en 3e primaire à l'école Saint-Augustin-Forêt et j'ai 4 heures de référent numérique que je mets à profit pour les 5e et 6e primaires ainsi qu'en 3e et 4e primaire. Voilà. Et voilà, pour ma part, bonjour à tous. Donc, je suis Vincent, je travaille à l'Annonciation, une petite école à Scarbeck. Ma particularité, c'est que je travaille en 5-6, mais avec une classe verticale. Je suis à temps plein et puis j'ai en même temps une fonction de référent numérique, autant que possible, parce qu'à temps plein, évidemment, ça n'est pas si évident que ça. En parlant de collaboration, justement, au-delà des élèves, on collabore, Martin et moi, à distance, puisque on tient un jour un site qui s'appelle Master Robot et beaucoup de choses qu'on va présenter aujourd'hui, vous allez les retrouver dessus. On n'a rien à gagner, hein, donc c'est plutôt dans un esprit de collaboration, puisque en fait, justement, on aime bien l'idée de collaborer avec des enseignants extérieurs à notre propre école. Alors, on a tous les deux un fonctionnement particulier dans nos écoles. On va l'expliquer très rapidement, mais ça a une incidence évidemment sur la façon dont on fait le numérique à l'école. Martin, je t'en prie. Voilà, donc moi je travaille avec la suite Microsoft 365 Éducation. On a une plateforme Teams qui nous permet de collaborer avec les enseignants. On a fait tout notre travail sur le plan de pilotage dessus. Voilà, donc une très bonne base pour un outil qui est mis en place aussi au sein du CEGEC, tandis que Vincent, lui, travaille plus avec les outils de Google Éducation. Voilà. Oui, donc, mais ça s'équivaut, hein, c'est à peu près la même chose. Le nom change, mais les outils, vous allez voir, proposent en fait les mêmes choses. Alors moi, j'ai également mis en place une plateforme qui pour notre cycle uniquement, qui est basée sur un système qui s'appelle Moodle, qui est un système libre et dont je vais un petit peu peut-être parler tout à l'heure si j'ai l'occasion. Et puis j'utilise donc aussi beaucoup d'outils comme Scratch, Canva, justement Google Éducation, qui sont des outils qui permettent de travailler la collaboration, à la fois de faire collaborer les élèves, mais aussi développer des compétences collaboratives.
Alors, j'ai mis une petite phrase en dessous qui me semble importante, mais je pense que vous avez tous conscience de ça. C'est que ce n'est pas les outils qui doivent conditionner les activités pédagogiques. C'est bien d'abord l'enseignant qui réfléchit aux activités et puis on choisit l'outil en fonction des objectifs qu'on a définis au préalable. Alors, tous les 2, on travaille dans des écoles où la collaboration entre enseignants fonctionne bien parce que pour qu'on fasse collaborer les élèves, il faut aussi qu'entre enseignants, ça fonctionne parce que justement des outils numériques, si on peut les choisir individuellement parfois dans sa classe, c'est intéressant de choisir quand même des outils qui fonctionnent, dans toute l'école ou dans tout un cycle, même si les cycles ne sont plus vraiment à l'ordre du jour dans le nouveau programme. Alors chez moi, mon cycle fonctionne très bien comme ça, donc je coordonne un petit peu avec ma fonction de référent numérique et les enseignants, me suivent et même, prennent les devants, parfois sur les choses qu'on met en place et Martin, je pense que ça fonctionne bien aussi? Donc nous, au niveau de la collaboration, on a pris du temps et c'est ce qu'il faut se dire en tant qu'enseignant, c'est que sur le terrain, il faut prendre du temps, il faut essayer, il faut vraiment y aller petit pas par petit pas. Et au final, on arrive à avoir quelque chose de construit. Même les dinosaures qui se disent ah non, moi jamais j'utiliserai Teams pour faire mes carnets d'évolution ou quoi que ce soit, ben, au final, on y arrive. Donc, c'est une base de travail que je prends en exemple pour travailler avec mes élèves en troisième primaire ou alors quand je suis en cycle avec les troisième et quatrième. La collaboration, c'est essayer, c'est tester et au final, on y arrive tous ensemble. Un aspect aussi Ah, important qu'il y a, c'est, ben, voilà, j'allais le dire justement, Vincent, ce sont les freins. Ouais, on est tous enseignants, on sait ce que c'est. Comment trouver du matériel, avec quel budget, l'école, les fancifères, le PO. Est-ce qu'on doit le rentrer dans notre projet pédagogique? Quel matériel utiliser? Que faire quand ça ne fonctionne pas? Donc, c'est toutes des choses, il faut se lancer, il faut prendre du temps et de nouveau oser. c'est un petit peu peut-être aussi la question qu'on se pose tous, quand on reçoit ce nouveau programme, hein, moi en tout cas je me la pose, comment mettre en place des choses qui sont demandées dans ce nouveau programme, en même temps avec un matériel, qui est restreint, un budget restreint? C'est des questions je pense qu'il est, normal de se poser et Martin et moi on n'a pas forcément les réponses, parce qu'en tant que référent numérique, on a nous aussi dû un petit peu galérer, pour avoir du matériel et en réalité vous allez voir qu'on n'en a pas tant que ça. Et c'est ce qui fait que justement, on vous présente ici vraiment une réalité du terrain et pas juste un contexte, sorti d'un programme. Voilà, Martin. Donc moi j'ai été, donc ça fait maintenant 3 ans que je fais de l'éducation numérique, éducation aux médias, par le média ou aux médias, ça c'est en fonction des objectifs atteints. Et ici, une des activités que j'ai réalisées avec mes élèves, c'est comment arriver à réaliser une recherche, effectuer une recherche pertinente. Et donc, dans le nouveau programme, il y a bien une différence entre les troisièmes primaires et les attendus de quatrième primaire. Et la différence, elle est toute simple, c'est qu'en fait, en troisième, on va devoir utiliser un outil de recherche en suivant les directives de l'enseignant. Ça, ce sont les attendus. Tandis qu'en quatrième année, ce sont des moteurs de recherche, mais les enfants sont censés savoir faire une recherche de façon autonome et avoir des résultats qui sont vraiment corrects et probants. Alors, je n'ai pas inventé le fil à couper le beurre. Je me suis basé sur un site qui s'appelle 123digit.be. Donc, c'est un site qui a été réalisé à la demande de la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui nous permet, en tant qu'adultes, d'être des accompagnateurs de personnes en situation d'apprentissage. De base, ce site, il est mis pour les primo-arrivants, les adultes qui ne savent pas utiliser le numérique. Et en fait, moi, je l'ai adapté à mon milieu, en fait, au niveau de mes élèves. Et donc, vous avez ici un QR code avec un lien qui vous permettra donc, dans les ressources, de rejoindre ce site-là. Tu peux passer à la Ouh! slide. Non,
C'est un peu trop long. Excuse-moi. Oui, j'arrive. Tu peux continuer, j'arrive. Voilà. Donc, en fait, lorsque l'on se rend sur le site de 123digit.be, on va avoir toute une source, une base de données avec des outils. Et on peut retrouver donc comment réaliser une recherche sur Internet. Cette activité, elle a été réalisée par les enfants. Et donc, je me suis rendu sur la partie formation interactive. Et dans cette formation interactive, on va nous proposer différentes étapes qui vont nous permettre d'apprendre à découvrir le monde d'Internet, à retrouver comment effectuer une recherche intéressante. Donc, si tu veux bien aller sur la slide suivante, s'il te plaît, Vincent. Donc, dans notre module, on va avoir toutes ces informations et la possibilité d'avoir des applications ludiques pour les enfants, un test et surtout des fiches de résumé. Donc, ici sur notre... ce que j'aime beaucoup dans cette façon de travailler, c'est que les enfants sont acteurs. On a besoin de lire, on a besoin de l'enseignant, mais on peut imaginer de faire ça en autonomie. Donc, on travaille avec des élèves de 4-5, enfin des groupes de 4-5 élèves sur des ordinateurs. Si on n'a pas tout le matériel, ben, c'est réalisable. On peut faire d'autres activités à côté de cela et rendre les choses intéressantes. Donc ici, vous avez la présentation d'une des activités qui vous nous apprendre comment faire une recherche sur Internet. On va utiliser du vocabulaire de base qui fait partie donc du nouveau programme également. Qu'est-ce que ça signifie un navigateur? On voit qu'il y a Google Chrome, on a Internet Explorer qui s'appelle maintenant Microsoft Edge, Mozilla, il y en a plein d'autres. Nous avons il parle vraiment sur le fait de naviguer, de surfer sur la toile, de surfer sur les îles Internet. Et au fur et à mesure de notre avancée dans la découverte du programme, on va voir cet outil de recherche. À quoi sert cette loupe? À quoi sert cette barre de recherche? Où est-ce que je la retrouve? Je la retrouve dans mon navigateur, je la retrouve sur mon smartphone, sur ma tablette. Et donc, c'est vraiment arriver à familiariser les élèves avec cet outil de recherche. Ça va vraiment crescendo et on vous propose, oui, c'est bien celle-là, on vous propose des petits jeux ludiques. Ici, c'est la recherche de Abou qui doit faire une recette de cuisine. Alors, je n'ai pas mis toutes les slides parce que ça ne nous intéresse pas maintenant, mais on va se rendre compte par le jeu, en fait, que par l'essai-erreur, on a besoin de mots-clés. Et donc, toutes ces petites informations, on l'a ici en haut à droite avec les mots-clés pour pouvoir rechercher. On va pouvoir analyser les recherches sur Internet. J'ai des résultats, mais quelle recette je vais devoir choisir? Donc, apprendre à retrouver toutes les informations plus loin dans la réalisation de notre... pardon, excusez-moi. Donc, plus loin dans le suivi de ma formation, on va pouvoir analyser les URL. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard avec vérifier nos sources. Voilà. Je suis déjà sur la fin de ma première participation. Je suis un peu pris par le temps, donc je ne sais pas, Marc, si Oui, je vais... oui, je pense que, j'ai vu, il me semble, Jean ou Mike, je pense qu'il y a des questions. Hein. Oui, c'est ça. Comme je ne sais pas très bien au niveau du temps, n'hésitez pas à m'interpeller. Mais oui, ne tracasse pas, je te ferai signe. Ouais. Ça va, il n'y a pas de souci. Petite question de Vinciane Trémourou. Combien d'heures par semaine faites-vous du numérique en classe, donc avec vos élèves? Voilà. Alors, avec mes propres élèves, je fais ça à peu près une séance de 50 minutes. Mais avec les élèves de 3e et 4e où on mélange donc en atelier, donc ça c'est des périodes de 2 fois 50 minutes. Et j'ai 2 autres heures où je suis avec les 5e, 6e où là on est en projet aussi de 2 fois 50 minutes. 2 fois 50 minutes semaine, voilà. c'est ça. Par semaine. Donc ça me fait 4 heures en tant que référent numérique et j'ai à peu de choses près 1 heure par semaine quand je suis en classe, voilà, en accompagnement, en plus-value en fait de mes apprentissages. C'est ça. Tu ne fais pas que du numérique, tu fais aussi, c'est ça? Enfin, dans tes fonctions, tu fais du français en... Voilà, c'est ça. Donc, dans mes fonctions, je suis enseignant de base. D'accord, c'est ça. Donc, voilà. Donc, je suis titulaire en 3e primaire la plupart du temps. Et le reste, j'ai donc 4 périodes où je suis
sorti de ma classe en détachement pédagogique. Encore une autre question? Oui, alors d'abord une question de Ludovic qui se demande donc sur 1, 2, 3 digits en tant qu'enseignant, est-ce qu'il faut se créer un compte apprenant ou aidant? Alors, ici, on va se créer un compte en tant qu'aidant. Voilà. Ok. Alors, Ludovic, je vais t'inviter, quand tu auras un peu de temps, de te rendre sur le Digipad. Marc vous en parlera juste à la fin. Je vous propose en fait un article que j'ai justement réalisé sur le site de Master Robot qui présente les fonctionnements de 1, 2, 3 digits, comment créer un compte, comment faire une session avec les enfants. Voilà, donc ça c'est un contenu bien que j'ai créé dessus, mais qui n'est pas adapté avec le temps aujourd'hui. Oui, Benoît a déjà remis d'ailleurs dans la conversation le lien vers le Digipad. On le refera en fin de présentation. Vous avez encore une question ou on enchaîne? Oui, encore une petite Oui. question. On voit 1, 2, 3 digits. On a vu arriver aussi la plateforme Pix ces derniers temps avec une circulaire. Est-ce que tu as déjà eu par hasard l'occasion de comparer ou est-ce que tu sais s'il y a réellement des différences entre les deux ou pas? Alors actuellement, je n'ai pas encore eu l'occasion de tester Pix. Je l'ai vu Ok. passer aussi, mais voilà, celui-là, je ne l'ai pas encore testé, donc je ne saurais pas répondre à cette question-là. Par contre, un autre D'accord. outil que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester non plus, mais j'ai participé à une présentation de cet outil, c'est Microsoft avec Teams qui propose un outil justement sur comment effectuer une recherche. Et donc, c'est lié avec leur outil de recherche Bing, avec l'intelligence artificielle qui a été couplée. Mais voilà, je n'ai pas encore eu le temps de le tester, mais ça va l'air d'être prometteur aussi, cet outil-là. Ouais, il y a une vidéo de Sébastien Place qui Sébastien l'explique Place, ouais, assez tout à bien. Et pour revenir sur Pix, effectivement, Pix est aussi un outil un peu de diagnostic de ses compétences numériques, etc. Mais c'est quand même très, très, très complet et très fourni. Donc, il Mhm. faut avoir un peu de temps pour pouvoir la compléter, quoi. Ça a été une commande de la Belgique en fait c'est un produit français à la base hein, et c'est donc de le mettre à niveau de la Belgique et des nouveaux référentiels. Il y a juste que pour l'instant ils sont encore en phase aussi d'adaptation parce qu'on parle par exemple de problèmes numériques et cette partie existe en France n'a pas été reprise en Belgique par exemple. Mais sinon c'est vrai que dans l'approche les contenus sont vraiment les mêmes. De toute façon c'est la même base de référence qui était le DIGCOMP, que ce soit pour la France ou pour la Belgique. Deuxième partie, maintenant, et donc on va sur la collaboration et la communication, c'est bien ça, hein. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, effectivement, c'est mon tour, communication et collaboration. Alors, je vais vous présenter un projet parce que j'aime bien fonctionner par projet, qui consiste à réaliser un journal en ligne. Ce journal, je l'ai appelé le JPE, parce qu'en classe, on a beaucoup utilisé le JDE, le journal des enfants. Donc, je me suis permis de prendre cet acronyme, de le modifier un petit peu pour qu'on fasse un journal par les enfants. Alors mon objectif final, c'est donc une publication de création individuelle ou collaborative, donc sur ce site. Alors le type de contenu, ce sont, des textes qui peuvent être informatifs, injonctifs, descriptifs. C'est aussi, des galeries d'art, par exemple, sous forme de photos. Prochainement, des infographies et des webtoons, parce que, dans le cadre de ce projet, on a invité un journaliste qui nous a dit qu'il avait fait ce genre de contenu et donc les élèves ont été très intéressés par ça. Voilà. Alors pour cela, j'utilise, 2 outils qui sont des outils libres, c'est-à-dire qui sont gratuits. Maintenant, le problème de la gratuité, c'est qu'elle a ses limites, dans le sens où un site, ça doit s'héberger. Donc j'ai trouvé un hébergeur qui n'est pas trop cher et donc je finance ça moi-même. Non pas que l'école ou le PO ne veut pas le financer, je n'en ai pas fait la demande en fait parce que voilà, c'est un travail que j'aime bien faire et en m'y investissant, ça me parle mieux. Donc j'utilise la plateforme, Moodle, qui est en fait un site, qui me permet donc de proposer aux élèves, une plateforme, d'apprentissage. Alors sur cette plateforme, ils ont accès à différents cours que je leur mets à disposition. Il faut savoir que ce site, je le propose, au cycle entier, donc tous les élèves de 5e et de 6e de mon école y ont accès. Ils vont par exemple y retrouver, une page de cours qui n'est pas vraiment ici une page de cours, mais dans laquelle on va disposer tous les éléments dont ils pourraient avoir besoin pour créer leur article.
Par exemple, on a fait une interview de policiers qui sont venus en classe. Donc, on a enregistré l'intervention des policiers en classe. Je l'ai mis sur ici l'espace de cours. Et donc, les élèves ont pu y accéder pour écrire chacun leur texte. Il s'agissait ici de textes individuels. Il y a aussi également une page numérique sur laquelle ils vont trouver un ensemble d'outils, par exemple des vidéos explicatives que j'ai réalisées et qui reprennent en fait les différentes compétences que je leur demande de pouvoir réaliser et qu'on apprend au fil du temps. Alors si jamais ils oublient, ceci me permet de leur faire des petits rappels et eux-mêmes peuvent y accéder de façon autonome. Voilà, j'espère que je vais pas trop vite, mais j'essaie de rester dans les délais. Alors mon site fonctionne sous un autre outil libre qui s'appelle WordPress. Et donc voici le fameux JPE, enfin fameux, je ne devrais pas utiliser ce terme. Donc voici mon JPE sur lequel je publie les articles des élèves. J'en ai laissé quelques-uns ici. Voilà, par exemple, rencontre avec un journaliste. Donc, les textes ont entièrement été écrits par les élèves. Moi, je me contente parfois d'ajouter des petites introductions pour situer le contexte du texte. Alors, quelles sont les compétences que je mets en œuvre par rapport à ça? Pour moi, il y a deux niveaux à identifier. Donc, il y a le niveau de la gestion et puis le niveau de la création. Parce que la collaboration, ça demande à la fois des capacités de fonctionnement et également des capacités de création. Alors, pour ce qui est de la gestion et donc du fonctionnement, j'ai appris à mes élèves, évidemment, à envoyer un mail. Alors, ils disposent chacun d'un mail. Pour rester plus ou moins dans le RGPD, parce que bon, il y a toujours une discussion un petit peu compliquée par rapport à ça, ce sont des adresses hébergées dans l'espace Google Éducation, donc on a un contrat quand même qui est plus fiable que les Google, je vais dire tout public. Et puis, il n'est pas identifié les noms de famille des élèves, par exemple, donc on a gardé un petit peu le secret sur l'identité des personnes qui l'utilisent. Je demande également qu'ils puissent gérer le cloud, donc ils ont appris à créer des documents de façon autonome. Je leur ai appris à ranger ces documents et évidemment à pouvoir les partager, que ce soit avec moi ou avec d'autres élèves de la classe, puisqu'ils sont amenés à collaborer, non pas seulement avec moi, mais également avec d'autres élèves. Et puis, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a la plateforme numérique, donc on a pris du temps en début d'année. J'ai fait ça sous forme d'une sorte d'escape game. C'est vrai que j'ai caché dans les différentes pages et différents cours en fait des petits symboles qu'ils devaient aller rechercher. Et pour aller les chercher, en fait, ils se créaient leurs propres aptitudes d'utilisation du site en fait. Alors, une petite parenthèse, je n'ai rien contre Microsoft et Google, mais pourquoi j'ai choisi Moodle? Parce que c'est un site. Et donc, ça permet de l'utiliser avec même des outils antédiluviens, parce que nos élèves ne sont pas toujours issus de milieux favorisés. Et donc, ça me donne une certitude quant à la capacité des élèves à pouvoir y accéder avec un matériel qui est même parfois désuet. Alors au niveau de la création, eh bien, ils vont devoir maîtriser tous les aspects du traitement de texte. Donc on commence simple évidemment avec les cinquièmes et puis on monte en compétences au fur et à mesure, c'est-à-dire la mise en forme d'un texte, l'utilisation du correcteur d'orthographe. Alors là aussi, c'est transversal puisque ça permet aussi de travailler l'orthographe, en fait, le fameux correcteur d'orthographe. Des outils collaboratifs, évidemment, du traitement de texte. Je vais vous en montrer rapidement quelques-uns après. Je leur ai demandé également la capacité de maîtriser la modification d'images, par exemple avec GIMP, ce qui n'est pas le plus simple. Donc j'ai d'autres outils aussi qui sont un petit peu plus simples. Canva nous permet de créer des affiches. Et je considère aussi comme une sorte d'infographie sur notre journal. Alors, il y a des compétences parallèles à tout ça, ce que j'ai mis en dessous. Donc, au fur et à mesure, puisque j'ai une classe verticale, mes élèves ont une certaine autonomie numérique, c'est-à-dire qu'au début, je les accompagne pas à pas, puis les plus grands maîtrisent de mieux en mieux, et puis en fait, ils peuvent fonctionner aussi sous forme de parrainage ou accéder au site pour aller rechercher ce dont ils ont besoin. L'utilisation des tablettes, évidemment, c'est très pratique quand un élève me dit: «Monsieur, j'ai besoin d'une tablette pour faire telle tâche». Je sais que pour l'avoir travaillé avec les élèves, eh bien, je peux lui confier cette mission de façon autonome. Comme le Martin l'a dit, l'utilisation d'un moteur de recherche est essentielle justement dans ce projet, puisque nous allons être amenés à chercher des informations parfois pour compléter les articles, prendre des photos, faire des enregistrements audio, etc. Alors, ce qui me semble vraiment essentiel.
Pardon, excuse-moi. C'est juste pour situer dans le programme maintenant, là où on se situe, Ah oui. puisque là, c'est donc au niveau du traitement de texte, on est en quatrième primaire maintenant, Oui. donc dans l'approche qui est à faire. Et donc tout ce qui est image avec modification d'image, on est aussi en troisième, quatrième. Et comme tu l'as dit, le moteur de recherche, c'est pareil, c'est troisième, quatrième. Tout ça, c'est des prémices à tout ce qui va suivre après dans la création de contenu. Donc ce sont des indispensables pour la suite. Voilà pourquoi ça arrive, on va dire, en troisième, quatrième. La collaboration, elle, donc c'est cinquième, avec ce que tu vas présenter d'ailleurs, hein, C'est tes ça, tout à fait. collaborations. Ouais. Mais donc voilà, ici on est un peu en phase de transition, c'est-à-dire que quand mes élèves arrivent en cinquième, ils n'ont pas encore travaillé le traitement de texte, et c'est pas du tout une critique à mes collègues, mais cette transition, on va la vivre, je pense, encore pendant quelques années. Et donc, Au il va programme. falloir incorporer ça aussi. Oui, oui, bien sûr, mais il faut le temps que les enseignants s'y mettent Voilà. aussi, et les écoles, puisque comme je disais, c'est un écosystème à mettre en place. Et nous, ce qui nous intéresse, effectivement, en réalité, c'est le côté gauche, hein, c'est-à-dire la création de documents, le rangement des documents, le partage des ressources. Pour la collaboration, en fait, j'ai discerné, et apparemment dans le programme, c'est le cas également, qu'il y a 2 types de collaboration. Il y a une collaboration asynchrone et une collaboration synchrone. Alors au départ, j'ai beaucoup travaillé la collaboration asynchrone, c'est-à-dire que je donne une tâche à mes élèves, ils la font individuellement, en classe bien sûr, hein, ça n'est jamais des choses à faire à la maison. Ils peuvent le faire s'ils le souhaitent et ça arrive de plus en plus, mais je leur fournis les outils en classe. Et ensuite, en fait, je vais moi-même consulter ce qu'ils ont réalisé, je réagis et ils peuvent aller consulter mes réactions et adapter leurs documents en fonction de mes réactions. Alors le temps passe, hein, donc je ne vais pas pouvoir vous expliquer en détail, mais j'ai mis des liens dans le document qui sera à disposition. Vous voyez ici, il y a un QR code avec un lien. Alors ici, un petit exemple, hein, voilà, donc j'utilise les commentaires pour réagir avec mes élèves, ils me répondent. Ça, c'est une chose. Autre chose, j'utilise également, la possibilité dans, Google, Éducation et je pense dans Microsoft aussi de mettre des smileys. C'est souvent plus agréable pour les élèves parfois, d'avoir ce genre de réaction que des longs commentaires. Vous voyez ici, par exemple, j'ai commenté des éléments précis dans le texte, donc l'élève peut retourner voir les commentaires puisqu'il reçoit, une notification quand je réagis à ce qu'il a écrit. Alors, il y a une autre fonction qui est très intéressante, que j'ai découvert, il n'y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle suggestion et l'avantage de la suggestion, donc là, je me mets en mode suggestion. Alors j'ai pas le temps de lire ce qui est écrit, hein, donc on va faire semblant que je fais une correction. Donc je vais sélectionner, un élément dans le texte et puis je vais pouvoir, par exemple, écrire quelque chose à la place. Alors on voit qu'en fait, ce que l'élève a écrit reste, c'est simplement barré en vert et il y a ma suggestion à côté et automatiquement il y a, un commentaire qui s'ouvre sur le côté avec, ce que j'ai remplacé et je peux ajouter moi-même une correction. Donc ceci, c'est un outil vraiment très efficace pour un travail, justement asynchrone, si je ne me trompe pas dans le ciblage de ce que j'explique. C'est très fonctionnel. C'est-à-dire que, plutôt que d'avoir une feuille, où je fais une correction au bic et puis l'élève doit se recopier, ce qui prend énormément de temps, ici, au-delà de la collaboration numérique, on a aussi un gain de temps et peut-être une motivation plus importante aussi des élèves. Alors, il y a ce qu'on appelle la collaboration synchrone que je fais, assez régulièrement aussi et là, en fait, on travaille tous ensemble, en direct sur le même document. Alors, j'ai un petit exemple, c'est un article, il y en a 3, hein. On en a fait un sur, un journaliste qui est venu en classe, un autre sur, la visite du palais de justice, et un autre sur, la visite d'une épicerie numérique et en fait, après, une visite, j'ai dit aux élèves, enfin déjà avant d'ailleurs, j'aurais dit, comme souvent, notre objectif, ça va être de faire un article qui sera publié. Ils ont pris des notes, ils ont de plus en plus cette habitude-là, et j'insiste là-dessus parce que le numérique, c'est pas que le numérique. C'est-à-dire qu'il s'est basé aussi sur, pas mal de compétences, avant et de collaboration justement, de savoir qui va noter quoi, quel sujet, sur quel sujet tel groupe va se focaliser. Et puis ces groupes se retrouvent, devant des ordinateurs, mais tous en même temps dans la classe. On est tous sur le même document et on travaille ensemble, dans ce document-là. Moi, je suis, également sur, une tablette ou un ordinateur. Je passe aussi évidemment de temps en temps dans les groupes et donc on travaille en commun. J'invite les élèves à aller voir aussi ce que chacun a écrit, donc on se répartit les différents paragraphes.
Et on avance comme ça progressivement pour avoir au final un texte qui a été réalisé par tous, qui a été relu par tous, et qui est fait du coup de façon collaborative et synchrone. À ce propos d'ailleurs, cet article a été relié par le vrai JDE. Et je voudrais dire là-dessus que c'est une plus-value du numérique, c'est qu'on a des réactions. Et pour moi, ça fait partie de la collaboration. Donc, par exemple, il y a des parents qui réagissent, par exemple, aux articles qui ont été écrits. Donc, ça met en valeur les élèves, mais parfois aussi, ils nous incitent à écrire d'autres choses. Et donc, pour moi, ça aussi, c'est une forme de collaboration. Voilà, donc ça, c'est un petit peu tout ce que j'ai expliqué. Donc, je vais Et je me passer. permets je te coupe 30 secondes, mais avec mes élèves qui ont écrit aussi des articles sur le JPE, les élèves de Vincent laissent à chaque fois un petit commentaire qui fait toujours bien plaisir. Voilà. Alors ici, c'est une dia que je vais vite passer, mais je voulais quand même soumettre cette réflexion. Ça n'est peut-être pas encore dans le programme, mais je pense que ça va forcément être revu à un certain moment. L'intelligence artificielle. Moi, j'ai commencé à l'utiliser en classe de façon la plus réfléchie possible. Et donc, des élèves l'ont utilisé pour corriger le texte à la fin. Donc, ils ont soumis le texte à ChatGPT qui a corrigé l'orthographe. Et puis, on a comparé les deux versions et on a essayé d'identifier les différences entre les deux textes. Alors, il y a quelques alternatives, évidemment, comme moi, je parlais de Google, mais donc il y a aussi Microsoft qui propose à peu près les mêmes outils. Si vous n'avez pas les moyens de créer une plateforme par vous-même, il existe un outil chez Microsoft qui s'appelle Microsoft Sway. Je l'ai utilisé déjà pour réaliser un journal. C'est gratuit si vous avez Microsoft, je ne sais plus comment ça s'appelle, je dirais éducation à l'école, licence A1. C'est gratuit et donc vous y avez accès. Vous pouvez créer votre journal gratuitement et faire quelque chose de tout à fait efficace avec du multimédia. J'ai aussi testé le fonctionnement de Wiki. Donc, j'ai créé mon wiki sur un hébergeur et ça fonctionne pas mal non plus. C'est très différent, mais c'est intéressant parce que ça permet de comprendre comment fonctionne ce dont Martin parlait tout à l'heure, c'est-à-dire par exemple Wikipédia. Donc, on peut créer son propre Wikipédia. Et ici, on entre vraiment aussi dans le côté collaboratif, puisque c'est une encyclopédie collaborative Wikipédia. Mais je n'ai pas le temps de trop développer ça ici. Voilà, je pense que je suis arrivé au terme du journal. Ouais, Moi, j'ai une il nous petite reste 10 question minutes là, pour peut-être. la Voilà. suite. Oui, vas-y, Une Jean. petite question. Voilà, on voit que tu postes énormément de ressources pour tes élèves en ligne, etc. Comment ça se passe avec tes élèves lorsqu'ils sont chez eux, le partage avec les parents, etc. Est-ce que tu as un retour bien spécifique? Est-ce que tu vois que la fracture numérique entre les élèves qui ont du matériel à la maison, ceux qui n'en ont pas, voilà. Comment est-ce que tu arrives toi à gérer ça? Parce qu'on se rend compte que tu offres énormément de choses à tes élèves. Oui, enfin, autant que beaucoup d'autres personnes. Mais j'ai de plus en plus de réactions des élèves. Et fracture numérique, en fait, pour moi, la fracture, elle est plutôt dans l'usage. Parce que je remarque que les 5e, 6e, ils ont tous un téléphone. Il n'y en a pas un seul dans ma classe qui n'a pas son téléphone. Et quand bien même c'est le cas, dans ce cas-là, ça arrive de temps en temps, certaines années. Alors à ce moment-là, je propose du temps aux élèves de travailler en autonomie justement sur une tablette ou un ordinateur que je mets à disposition pour justement offrir à cet élève la possibilité de découvrir ces outils-là. Mais ça arrive de moins en moins souvent. Et alors ce qui est très agréable, c'est que j'ai des retours spontanés des élèves. Donc, attendez, je vais juste repartager peut-être mon écran, voilà. Donc sur le site que j'ai mis en place, par exemple, sauf que je ne suis pas connecté à mon compte, j'ai des retours des élèves. Et justement, en tant que fracture numérique, c'est ce que j'expliquais, c'est que ce site permet à tout le monde de l'utiliser. On n'est pas coincé par le fait qu'un ordinateur ne peut pas faire tourner la bonne application de Google, enfin une tablette, la bonne application de Google ou de Microsoft. Ils peuvent communiquer avec moi par une zone de chat qui est complètement sécurisée et RGPD. Et donc, vous voyez que c'est spontané. Ils vont m'écrire, vont me poser des questions. Je leur réponds aussi par mail parce que d'autres utilisent beaucoup le mail.
Et je vois que c'est vraiment porteur parce que j'entends qu'après, en secondaire, c'est des choses qui leur sont, qui leur sont utiles. Donc voilà, c'est des retours positifs dans l'ensemble. Ok, merci, c'est gentil. L'envoi de mails ou de messages avec ouverture de pièces jointes ou autres, c'est 5e année, hein, on est clairement Voilà, là. c'est ça. Alors on a fonctionné vraiment par étapes, hein. Donc au début, on découvre un petit peu, Martin l'a dit tout à l'heure, le vocabulaire, en fait, on n'y pense pas. Mais le vocabulaire, pour moi, c'est la base. Qu'est-ce qu'un navigateur? Dans un mail, il y a un objet, on attache l'objet, on envoie un mail, on répond. C'est, pour des élèves aussi dont le français n'est pas la langue source, la langue d'origine, c'est aussi un vrai apprentissage et plutôt que de se jeter à corps perdu dans, le fonctionnement du numérique, il y a cette partie-là aussi qu'il ne faut pas perdre de vue. Ça fait Voilà. partie des étapes à aborder, Il vous effectivement. reste 2 minutes, je suis un peu gardien du temps en même temps, hein, donc ça vous Oui, le je comprends savez. que Est-ce que Martin. Jean-Mike, il y a encore une question, une réaction avant de passer au module, au champ Pas de sécurité? questions, pas de Non, c'est questions, bon. pas de On questions. On va continue, pouvoir on avancer. fonce. Allez, alors, allons-y sur le Donc, dernier. pour le point en fait sécurité, on est vraiment entre deux avec de nouveau en P4 les informations et les données, arriver à voir la fiabilité d'une source. Et donc, c'est la base de travail qui est en lien avec le questionnement, faire une recherche correcte. Mais ici, dans les attendus de fin de 4e année, on est vraiment arrivé à retrouver la fiabilité d'une source. Et j'ai proposé aux élèves une activité qu'on retrouvait normalement en ligne sur CPhoneWeb. Ils nous proposent de regarder une vidéo d'un faux voyant, voilà, qui invite des gens, qui se fait passer pour un reportage pour la VRT, je pense. Et en fait, après avoir visionné cette petite vidéo qui dure 2-3 minutes, on se rend compte en fait que ce voyant donne toutes les informations qu'il a récoltées sur les réseaux sociaux. Et donc, cette base d'activité nous permet de vraiment échanger sur qu'est-ce qu'on met comme contenu, d'où viennent toutes les informations qui ont été publiées. Et donc, avec le site de CPhoneWeb, ils ont le test du phishing, ce qu'ils disent, donc arriver à piquer nos données en se faisant en fait avoir, en usurpant que ce soit des différents fournisseurs tels que Telenet, La Poste ou quoi que ce soit. Et donc, la problématique des élèves, c'est parfois, ou des écoles, c'est de ne pas avoir du matériel pour le faire en ligne. Et donc, j'en ai réalisé une version papier. Vous retrouverez évidemment toutes les ressources sur le Digipad. Et donc, sur toutes les informations, on va apprendre à analyser quelle est l'adresse de l'expéditeur. Donc, si je reçois un mail de la Poste, est-ce que mon adresse mail est correcte? Est-ce que les images ont du sens? Sur les différents portefeuilles donc, de documents que je leur distribue, on a des courriers, on a des mails, on a une conversation WhatsApp où on voit ici, donc c'est Deleuze qui vous propose 250 € d'achat. Et donc, l'objectif ici, c'est vraiment avoir une base de discussion avec les élèves pour se dire, OK, est-ce que vous êtes déjà connecté sur les réseaux? Est-ce que vous avez déjà des personnes qui vous ont contacté pour vous dire, voilà, si tu me donnes ton adresse mail ou le numéro de carte de banque de tes parents, tu recevras un iPhone, des trucs dans le genre. Et en fait, on se rend compte qu'en 3e et en 4e primaire, c'est déjà le cas. Et donc, c'est important de vérifier la fiabilité de nos sources est vraiment la base à réaliser ici en 4e primaire pour pouvoir après ne pas tomber dans les dangers et les travers des réseaux sociaux, mais là qui est plus adapté au 6e primaire. Et donc, je vais laisser Vincent vous expliquer ce qu'il fait à ce niveau-là. Voilà, alors ça va être court parce que je vois que le temps Le est temps déjà file. bien avancé. Alors moi, vraiment, j'insiste juste sur le fait qu'au-delà des compétences qu'on aborde avec les élèves, il y a vraiment aussi une réflexion qui est à amener et que si on apporte simplement les compétences ou les savoir-faire sans une réflexion derrière qui vient des enfants, simplement leur dire que c'est dangereux n'est pas suffisant. Je pense qu'il faut vraiment partir de leur expérience personnelle.
Et donc, c'est la raison pour laquelle je vous propose, encore une fois, via le lien qui est ici dans la DIA, un diaporama que j'ai créé, que j'utilise en classe avec les élèves. Et en fait, chaque page, c'est une question. Et j'ai essayé d'amener ces questions de façon graduée, hein, d'abord dans les généralités, et puis en allant de plus en plus vers le spécifique. Et inévitablement, on peut partir avec ce questionnaire sur la réalité que les enfants vivent au quotidien. Parce qu'en fait, ils sont confrontés au danger depuis même la troisième primaire et peut-être même malheureusement avant. Et chaque année, quand j'utilise ce questionnaire, plusieurs élèves me disent: «Oui, bah, j'ai été victime de quelqu'un qui s'est fait passer pour mon ami» ou «Un vieux monsieur a pris contact avec moi et a essayé d'obtenir des informations, des photos de moi». Donc ça a l'air d'être lointain, mais en réalité, quand on prend le temps de discuter avec eux, d'ouvrir un dialogue, il y a plein de choses qui ressortent. Et pour moi, c'est une base très importante et c'est là-dessus que je me base pour, apporter tout le reste. Après, on peut justement expliquer, les choses à faire, à ne pas faire sur les réseaux, lister les dangers, qui existent sur les réseaux et en fait, on n'a pas tellement de choses à leur apporter parce qu'ils les connaissent déjà. La connaissance collective, des élèves est assez grande à ce niveau-là. Simplement, parfois, ils se voilent un peu la face où ils se disent que, tout ça est très théorique et donc quand on les confronte au fait que ça existe vraiment, parfois avec des élèves qui sont dans la classe, ça a beaucoup plus de poids. À ce moment-là, on peut travailler aussi sur, la façon de se créer un mot de passe fort, par exemple, comment se créer un profil, qui soit sécurisé. Voilà, c'est tout un tas de notions qu'on peut travailler à ce moment-là en sixième primaire, mais toujours dans un esprit de réflexion. C'est-à-dire au-delà de la synthèse qu'on pourrait construire, et amener avec eux, j'aime bien après, leur faire des affiches ou informer d'autres élèves dans d'autres classes, parce que je pense que ça, c'est vraiment très porteur. Pour les parents, j'ai créé un diaporama parce que j'avais fait une animation avec eux, pour expliquer aussi, les dangers, que peuvent rencontrer les élèves, parce que finalement, c'est les parents qui mettent, le téléphone dans la main des enfants sans nécessairement avoir, conscience de ce qu'ils font. On parlait tout à l'heure de fracture numérique. Donc vous avez ce petit fichier en plus en bonus que vous pouvez éventuellement, martyriser comme vous voulez. J'utilise une plateforme qui s'appelle Modère-moi si tu peux, mais j'ai été voir hier, elle ne fonctionnait pas, donc j'espère que dans les jours qui viennent, ça va refonctionner. C'est un jeu qui est à disposition des élèves, que vous pouvez faire en classe. Moi, je l'utilise en classe. Ça se présente comme une sorte de jeu, pas jeu vidéo, mais quasiment, donc ils gagnent des points. Donc en fait, ça a l'apparence d'un réseau social, et ça s'enchaîne avec tous les réseaux sociaux, existants. Et les élèves doivent, identifier les messages malveillants, par exemple. Ça, c'est une chose, mais en plus pouvoir mettre le mot sur ce qui est malveillant. Est-ce que c'est de la violence? Est-ce que c'est inapproprié? Vous savez, c'est la liste, quand on veut signaler un message, qui apparaît, par exemple, dans Facebook. C'est un petit peu la même chose et là, c'est intéressant parce que, quand ils choisissent un élément et c'est là qu'évidemment la présence de l'enseignant est important, c'est de faire justifier, l'élève et verbaliser pourquoi il estime qu'un message est peut-être violent ou inapproprié, par exemple. Ah, Il y a Vincent, un jeu excuse-moi, pardon? parce que juste on arrive vraiment au terme, hein, donc c'est pour Oui, oui, il au reste niveau du plus, ouais, timing. mais c'est Ouais. fini. Donc il y a un jeu ici, proposé par Google, qui est beaucoup plus long, et qui est riche aussi, qui peut être fait avec un projecteur en classe, par exemple, pourquoi pas? Et justement, il y a, les cyberhéros, qui proposent, souvent une animation gratuite, vers, le 1er trimestre, qui se base sur ce jeu. Mais ils proposent aussi parfois d'aller plus loin, donc mais je crois que c'est payant après. Ouais, ça Mais bon, dépend. ça a le mérite d'exister, mais Marc me disait qu'il n'était pas encore tout à fait, à jour au niveau du nouveau programme, donc c'est à prendre avec des pincettes par rapport au nouveau programme. Nouveau Voilà, programme. voilà. Et Et donc alors j'avais ouais. une grande dernière question à l'intelligence artificielle, qui pour moi fait partie de la sécurité et qui est un débat, je pense, à avoir dans les écoles parce que, ça va venir de plus en plus, ça va franchir de plus en plus les portes de l'école. Voilà. Ouais, qui n'est pas un programme encore parce que enfin, Non. c'est assez récent, hein, ça n'arrête pas d'évoluer. Et donc là, tout ce qui était cyberharcèlement, tout ce qui était la création d'un mot de passe sécurisé ou autre, c'est vraiment le programme de sixième primaire.
questionner la fiabilité ou bien se construire la notion de fake news, par exemple, dont on parlait Martin. Là, on est en P4 dans les attendus. Je me permets juste parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'en parler, et donc c'est moi qui vais un peu là prendre la main 2 secondes pour vous parler d'un outil en fait qui a été mis en place. Alors je l'avais préparé, il faut juste savoir où c'est, évidemment. J'aurais dû faire ça mieux. En attendant, Marc, Oui. je me permets, Ludovic nous précise qu'il a déjà utilisé AmiClick pour l'éducation aux réseaux sociaux. Et donc, il demande si Vincent et Martin connaissent. Je ne connais pas du tout. Ah voilà, ben, j'étais en train de répondre, donc moi non plus, donc je suis content de Eh bien, découvrir voilà. ça. Vous n'êtes pas venu pour rien. Chouette. En tout cas, Donc, j'espère que vous non plus. Non, non, absolument pas. non, il y en a plein d'infos. Il y a plein d'outils, hein, vous allez voir sur le Digipad. Et donc, le fameux Digipad, justement, c'est celui dont on vous a rappelé l'adresse quelques fois dans la conversation, où il y a tous les outils donc numériques avec énormément de choses qui ont été placées ici. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Puis, je voulais vous montrer aussi, parce qu'on en a parlé dans la conversation, c'est ce fameux parcours pour les P3, P4. Donc, on est sur le site de la salle des profs. Sur ce site, il y a ici un retour vers tous les webinaires si vous les avez ratés, si vous voulez les revoir au niveau des replays. Et puis surtout, donc sur cette page, on a un parcours apprenant. Alors, quand on l'ouvre, l'idée, c'est vraiment qu'on est sur... Alors, je ne vais pas vous faire le détail complet, hein, mais on a à chaque fois, pour chaque compétence de P3, P4, ce sera le cas l'année prochaine pour P5 et P6, mais on a à chaque fois une vidéo qui explique les notions. On a chaque fois des exercices à réaliser pour s'approprier en tant qu'enseignant donc les concepts que l'on va devoir enseigner. Et donc voilà, c'est sous la forme d'un petit jeu. Il y a à chaque fois des codes à obtenir que pour ouvrir le cadenas final. Le cadenas final vous permettant d'avoir une banque d'outils liés donc aux compétences à travailler en 3e et en 4e pour l'instant. Et il y a aussi pas mal de fiches d'activités clés en main qui sont là disponibles. Donc n'hésitez pas, le lien a déjà été remis sur la conversation. Voilà, programme-numérique.be, c'est une initiative des conseillers technopédagogiques dans le cadre de ce qu'on appelle le groupe étoile chez nous. Donc voilà. Et je vois que Geneviève, alors je pense que Geneviève l'a mis pour que je le lance ou que je la lance. Mais avant ça, est-ce que vous avez un dernier mot, Vincent ou Martin? Merci pour votre attention. On a fait rapide parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps. N'hésitez vraiment pas à revenir vers nous si vous avez des questions. C'est avec grand plaisir qu'on partage, qu'on collabore, en tout cas que je collabore et je sais que Vincent, ce sera pareil. Voilà, on est un chouette réseau et profitons-en. Voilà. Et alors oui, moi, je rejoins Martin. Et puis, le journal dont j'ai parlé, je l'ouvre à tout le monde. C'est-à-dire que si vous voulez publier des articles dessus, que vous ne savez pas comment créer ce genre de site, j'y ai mis un formulaire pour pouvoir publier vos articles. Et même si vous voulez aller plus loin, il suffit de me contacter et ça peut tout à fait s'envisager. Voilà. Voilà. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont très ouverts. Ce sont des enseignants comme les autres, comme ils ont dit, mais avec franchement une envie de partager leur passion. Et donc, franchement, allez-y. Hein. Donc, merci beaucoup à vous deux. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci Jean et Mike. Et donc, voilà. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde.